Voilà, bonsoir, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonsoir. Je m'excuse pour le petit bug de tout à l'heure. J'ai dans ma tête, dans l'affiche, c'était les horaires de d'habitude. Mais bon, voilà, on est présent. Je suis désolé pour celles qui étaient déjà sur le Zoom. J'espère qu'elles ont pu nous rejoindre maintenant. Et sinon, il y aura toujours l'occasion de faire le replay. Tout d'abord, traditionnellement, on se souhaite Gutian Tov Chag Sameach. C'est un jour de Chag HaGeoula. C'est un jour de libération. Libération du rabbi précédent. Nous sommes rentrés dans Shnat Hamea, la centième année, puisque cette libération a eu lieu en Tavresh Pezaïn, 5687, et nous sommes dans l'année 5786, donc on est rentré dans le centenaire de cette histoire. Et je pense que vous avez dû l'entendre, le lire, très intéressant, le récit de ce qui s'est passé pendant près d'un mois avec le rabbi précédent, du 15 Sivan, où il a été arrêté au milieu de la nuit, jusqu'à sa libération définitive le 13 Tammuz, donc il y a 99 ans. Le rabbi précédent a écrit un yoman, a écrit un journal dans lequel il raconte en partie ce qui s'est passé. Depuis, on a eu accès aux archives et on a pu savoir exactement de quoi il était accusé. Il a risqué la peine de mort. Dans son journal, il décrit de quelle manière on l'a frappé, on a essayé de l'intimider. On voit dans ce journal-là le rôle que le rabbi a joué, le rôle que la rabbinite Mouchka a joué. Le rabbi précédent a un style où il écrit beaucoup avec son cœur et d'un autre côté, c'est une leçon de détermination face au communisme. Donc aujourd'hui, c'est ce Chag HaGeoula que l'on célèbre, Ve'ayami Maile Niskarim Venasim. C'est bien connu que les jours que l'on fête ne sont pas des jours d'une célébration passée, mais ce sont que chaque année se renouvellent les forces spirituelles de ce jour-là. On ne commémore pas un événement, on vit un événement. Ve'ayami Maele Niskarim, comme ils sont rappelés, Naasim. Alors ça fait que quelque part aujourd'hui, il y a la continuation de ce qui s'est passé il y a 99 ans, lorsque le rabbi précédent est sorti définitivement de prison. Suite à cela, il a été renvoyé d'Union soviétique pour aller en Lettonie. De la Lettonie, il est passé en Pologne. Pologne, mariage du rabbi, puis début de la guerre mondiale, et le rabbi précédent arrive en 1940 aux États-Unis, et il a passé les 10 dernières années de sa vie dans ce monde physique à Cronite, à 770, de où il a mis les bases de ce qui allait être la Shlichut et le Dor Hashvi et la septième génération par le fait que le Yuchvat, c'est le rabbi qui a repris le flambeau qui avait été allumé par chacun de nos rébéim pour faire de notre génération, Bezrat Hashem, une vraie génération de Géoula concrète. On va étudier une Sikha du Rabbi qui est dans le Chelek Lamed Gimel de l'Ikouté Sichot, 33e volume de l'Ikouté Sichot, sur Parashat Pinchas, et on va voir comment c'est relié avec l'événement de Yudbet Yud Gimel Tammuz. D'abord, il faut savoir que l'événement de Yudbet Yud Gimel Tammuz est intimement lié avec Parashat Pinchas, même si nous, on l'a fêté. C'était Choukat Balak en Chutzlaret, c'est Balak en Israël, mais il faut savoir que le rabbi précédent est né un 12 Tammuz, Yudbet Tammuz, le 12 Tammuz, et que c'était la semaine de Parashat Pinchas, et qu'il y a 99 ans, Shabbat Parashat Pinchas, lorsque le rabbi précédent a été libéré et qu'il s'est rendu à la choule le Shabbat suivant, alors il a récité le Gomel, puisque la halakha, elle est que quelqu'un qui est libéré de prison, et lui, c'était pas un homme de prison, c'est qu'il aurait dû être condamné à mort, exécuté. Au bout d'un moment, il raconte comment un des gens qui sont en train de l'interroger disent, après l'avoir battu, qu'est-ce qu'on perd le temps avec ce vieillard? En une balle, on va résoudre le problème. Et vraiment, c'était pas Stam, une libération, c'était une vraie accusation et tout ce que le rabbi précédent avait mis en place pour faire tenir le judaïsme face au communisme risquait de s'écrouler. Le rabbi précédent avait pris 9 chassidim avec lesquels il avait demandé de s'allier, de faire une brite, une alliance, jusqu'au Messirot Nefesh, jusqu'à qu'on soit capable de donner sa vie pour cela.
Et le rabbi président pouvait prendre 2 chassidim, les envoyer dans une petite ville et dire là-bas vous fondez une yeshiva clandestine. Donc tout ça c'est autour de Pinchas. Maintenant dans cette sikha que nous allons étudier, le rabbi explique une Gemara. C'est une sikha qui initialement le rabbi l'a dit en Tafshin Chav Dalet en 5724, qui correspond à 1964, mais qui a été imprimée dans l'Écoute Sikhot, dans Chelek Lamed Gimel, le 33e chapitre. C'est une sikha en hébreu. Celles qui veulent regarder le texte après Bezrat Hashem. Toute la sikha est basée sur une Gemara, un morceau du Talmud, dans Masechet Brachot, dans le traité Brachot, premier traité de la Gemara, qui nous dit, c'est au 9e chapitre, Aroe Pinchas Bachalom, celui qui voit Pinchas en rêve. Pélé Naaselo. Alors, Pélé, on va traduire pour l'instant miracle. On verra après qu'on ne va pas devoir garder ce terme-là, mais on va plutôt traduire par merveille. En tout cas, Pélé Naaselo. Il aura comme signe qu'il va vivre quelque chose d'extraordinaire. Pélé. Pélé. Aroepil Bachalom, celui qui voit un éléphant dans son rêve. Plaot Naasulo. Des miracles, des choses extraordinaires, des merveilles vont lui être faits, vont lui arriver. Pilim, s'il voit des éléphants, pla et plaot naasulo. Il aura des merveilles de merveilles. Ok. A priori, c'est une Gemara qui, là-bas, dans le contexte, est en train de nous expliquer que ce que l'on voit, c'est des signes. Et donc, c'est toute la Sougia là-bas, c'est tout le sujet des rêves. Et la Gemara, elle énumère plusieurs cas dans lesquels on nous dit si tu rêves de ça, ça veut dire ça. Si tu rêves de ça, ça veut dire ça. Et là, elle nous dit, pour ce qui nous intéresse à nous, celui qui voit Pinchas, donc qui l'imagine Pinchas et qui voit Pinchas dans son rêve, alors il est sûr que c'est un signe, et un bon signe, Pelena Selo. Il aura un miracle. Rachid expliquait sur place, Pelena Selo, Kmo, Shena Asal et Pinchas. Comme il y a eu le miracle à Pinchas. Pour l'instant, volontairement, je parle au singulier, puisqu'après on va voir que c'est pas ici. Donc ça, Keda Amrinan Besanedrin. Comme nous le disons dans un autre traité, dans Sanhedrin, que Pinchas, au moment où il a fait son acte, il a eu, et c'est là que ça va nous poser problème, des miracles. Alors, un petit flashback pour comprendre l'histoire de Pinchas. On est après l'histoire de Bilam. Bilam conseille à Balak, après avoir par 3 fois tenté de maudire et ne pas réussir à maudire, jusqu'à voir ce qui allait se passer à la fin des temps. C'est bien connu que ça, c'est la névoie de Mashiach. Et dans le Dvar Malchut que le Rabbi a distribué, Pesach Sheni Tafshin Nunaf, une des 4 sikhot, c'est une sikha qui explique ces psukim-là. À la fin de la paracha, on nous parle de quelque chose de grave où il y a des Bnei Israël qui vont avoir des relations interdites avec des Midianites. Ça, c'était un conseil de Bilam à Balak qui lui a dit tu pourras rien faire contre eux s'ils n'ont pas fauté. Et il y a une épidémie qui commence à tuer les Bnei Israël qui ont été tués au nombre de plusieurs milliers. Mais Pinchas intervient dans un moment très particulier. Vient un homme, un notable, Zimri ben Salou, Zimri fils de Salou, qui est Nessi Betav la Shimoni, qui est un des chefs de la tribu de Shimon, vient avec une Midianite, Kosbi Batso, qui est elle aussi une femme distinguée mais de mauvaise vie, et il se présente devant Moshe pour mettre au défi Moshe d'expliquer pourquoi ce ne serait pas permis. On ne va pas rentrer maintenant qu'est-ce que Zimri ben Salou il a cherché à faire, mais en tout cas, avec son acte, qui était un acte d'une chutzpah, d'une effronterie innommable envers Moshe Rabbeinu et envers Hachem, il y a une magéfa, il y a une épidémie qui touche le peuple. Vient un homme, Pinchas, ben Elazar, ben Aaron à Cohen, donc un petit-fils de Aaron, il prend une lance et il embroche Zimri ben Salou et Kosbi Batsou, et il montre à tout le monde que ce qu'ils ont fait, c'est strictement interdit, et il les tue. Et tout d'un coup,
l'épidémie s'arrête et on est à la fin de la parashat Balak. Début de notre parashat Pinchas, Hachem valide l'acte de Pinchas et lui dit qu'à partir de maintenant, il aura Berit Keunat Olam, il aura l'alliance de la Keuna de la prêtrise, alors que les prêtres avaient déjà été nommés et lui n'avait pas été nommé dans ce cas-là. Mais Akadosh Baruch Hu lui offre Keunat Olam, à tel point qu'on dit que Pinchas, c'est Eliyahu. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Très bien. Il avait le droit ou il n'avait pas le droit de le faire? Alors, déjà, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu sèche. Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi dire, ne sait pas comment agir. Si on avait demandé la halacha aurait été que l'acte de Pinchas n'était pas valable. Pinchas ne demande rien à personne et décide de faire justice au nom d'Hachem. Bekano et kinati betocham. Akadosh Baruch Hu dit, il a fait ma vengeance et donc il tue Zimri ben Salou et Cosbi Batsour à tel point que dans la halacha c'est marqué que lorsqu'on demande est-ce qu'on a le droit d'agir comme ça, c'est non. Mais Canaïm, ceux qui sont les plus zélés, alors ils peuvent agir comme ça. À l'exemple de Pinchas. Donc Pinchas, c'est un homme très particulier, qui est quelqu'un qui a tué, mais pourtant, Akadosh Baruch Hu lui dit, il est Brit Keunat Olam, il parle de lui dans des termes de shalom, de paix, donc c'est quelqu'un qui a agi finalement entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu a fait de lui un héros, à tel point que celui qui voit Pinchas en rêve, Pelena Aselo. Il va avoir quelque chose de merveilleux qui va lui arriver. Très bien. On pourrait d'abord s'intéresser, mais on ne va pas s'alourdir là-dessus, sur le sens de ce que nos Chachamim disent. Pourquoi, lorsque c'est Pinchas, il y a un Pélé, il y a une chose merveilleuse. Quand c'est un pile, quand c'est un animal appelé éléphant, pile, il y a plaot au pluriel. Et quand c'est pilim, des éléphants, plaé, plaot. Il y en a qui veulent dire, c'est très simple, dans le mot Pélé, il y a un P. Pélé, ça s'écrit P, Lamed, Aleph. Dans Pinchas, il y a un P. Donc, comme il y a un P dans Pinchas, il y a un Pélé. On peut dire que dans Pile et le mot Pélé, il y a deux lettres en commun, puisque Pile, ça s'écrit P, Yud, Lamed, et Pélé, ça s'écrit P, Lamed, Aleph. Donc, il y a deux lettres en commun, donc Plaot, il y a des merveilles. Et Pilé, Pilim, s'il voit des, Pilim, s'il voit des éléphants, puisque c'est au pluriel, Plaé, Plaot. Bon, on pourrait dire que c'est simplement un jeu de mots, il y en a qui veulent dire ça. Le rabbi, il rejette un petit peu ça, il dit non, ça peut pas être ça le pshat, ça peut pas être ça ce qu'on veut dire, surtout qu'après il y a une autre Gemara qui à peu près dit la même chose, mais sûr avec des mots comme celui qui voit Ravuna, celui qui voit Hanina, et le rabbi fait la comparaison entre les Gemarot et dit c'est pas possible. Surtout que, et c'est là le plus important, je vais laisser maintenant ce côté d'analyse pure de la Gemara, c'est qu'on comprend pas qu'est-ce que le mot Pélé vient faire ici. Pourquoi? Parce que si on regarde ce que Rashi nous dit dans la Gemara, Rashi nous dit va lui arriver Kmo Shenaasa le Pinchas, comme est arrivé à Pinchas, Kede Amrinan Big Sanhedrin, comme on dit dans le traité Sanhedrin. Donc on ouvre un autre traité de la Gemara, c'est traité Sanhedrin, 9e chapitre aussi. Là-bas, la Gemara, elle dit la chose suivante. La Gemara, donc elle parle de Pinchas. Amar Rabbi Yochanan, il dit Shisha Nissim, 6 miracles. Et là, je veux bien qu'on retienne le mot de Nissim, donc on parle de Nes, on ne parle pas de Pélé. Et le rabbi va baser toute sa surah sur l'explication de ce mot de Nes et de Pélé. À ce moment-là, c'est marqué Shisha Nissim. À l'époque, il a eu 6 miracles, Naasulo le Pinchas. Il a eu 6 miracles. Par exemple, la première chose, Shayalo les Zimri l'Ifroche. Normalement, Zimri, il aurait dû arrêter cette relation intime avec la femme, et donc, s'il avait arrêté, il n'aurait pas pu être puni. Il continue. Il pouvait parler, prévenir, il ne l'a pas fait. Et comme ça, 6 fois, Pinchas a un miracle, à tel point que Rabbi Yochanan dit que dans son acte, il y a 6 miracles. 6 choses qui ne vont pas et que Akadosh Baruch Hu lui a fait des choses merveilleuses, et je vais plutôt dire des choses miraculeuses, et je reviendrai après sur l'explication des mots.
qui font que ça s'est passé extraordinairement bien pour lui. 6 fois. Stam, c'est intéressant hein, que le Targum Yonatan Ben Uziel, le Targum Yerushalmi dit qu'il y a eu 12 miracles et que Rashi, à la fin de Parashat Balak, quand il parle déjà, parce qu'on parle là-bas de Pinchas, il dit Arbenissim Nasulu. Il a eu beaucoup de miracles. Donc c'est pas Stam qui est venu avec sa lance et qui les a tués, c'est qu'il y a eu plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ok, donc le rabbi pose une question simple, il dit je comprends pas. Dans Pinchas, bon, ok, on nous dit que celui qui voit Pinchas, il a appelé, il a des choses merveilleuses, une chose merveilleuse. Ce que je comprends pas, dit le rabbi, c'est que ça correspond pas à ce qu'on nous parle ici. Ici, on ne parle pas que Pinchas, il a eu des choses pélées, mais il a eu des nissim. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence entre un Nes et Pélé? Dans les deux cas, ce sont des choses extraordinaires. C'est deux termes pour désigner une situation où il y a quelque chose d'anormal. Nes, c'est un miracle. Pélé, aujourd'hui même en hébreu, il y a une expression qui dit que lorsqu'on entend quelque chose de très étonnant, on dit c'est Pélé. C'est étonnant. Pélé désigne un acte, quelque chose qui réveille chez nous une interrogation, dire waouh, quelque chose d'extraordinaire. Alors, on leur a bien expliqué qu'en vérité, il y a une différence fondamentale entre ce qu'on appelle le Nes, qui est un miracle, et ce qu'on appelle le Pélé, qui est lui aussi un acte ou quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est donc extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, mais qui n'est pas de la même catégorie que le Nes. Et donc, le rabbi expliquait que Nes, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose dans ce monde où, pour agir, il est obligé de casser les règles de la nature. Ça, c'est un Nes. Ça, c'est un miracle. Un miracle, c'est quoi? C'est qu'on est face à une situation qui est alpiteva, selon la nature, selon les règles du jeu de la création du monde. Ce n'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il change ses règles pour faire un Nes. Par exemple, la traversée de la mer Rouge. L'eau coule, ne se tient pas debout l'eau. Pour pouvoir traverser la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu, il a fait un Nes que l'eau, elle est comme des murs alors qu'elle devrait couler. Ça s'appelle un Nes. Donc quand on parle un Nes, on parle de quelque chose qui, d'après la nature, n'aurait pas dû arriver. Et Akadosh Baruch Hu, il est obligé de casser les règles du jeu, les règles de la nature, pour nous faire le bienfait qu'il veut nous faire. Pélé, c'est quoi? Pélé, le rabbi explique que dans un premier temps, on explique Pélé comme quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de naturel. Il n'y a pas quelque chose qui sort du cadre des règles du jeu, entre guillemets. Seulement, c'est Pélé, c'est étonnant que la situation est restée telle que. Prenons l'exemple avec Pinchas. Pinchas s'attaque au chef un des chefs, un des notables de la tribu de Shimon. On pourrait s'attendre que sa tribu vienne le défendre. On a déjà vu des révoltes où les Bnei Reuven avec Datan Vaviran, avec Korach, et c'était 250. Et là, personne ne bouge. Personne ne bouge. Donc d'un côté, il n'y a pas eu un changement brutal de la nature. C'est pas que style, ils se sont approchés, et puis tout d'un coup, la terre s'est ouverte et les a engloutis. Pas du tout. A priori, lorsque je lis l'actualité de Pinchas, ok, la tribu de Shimon n'est pas venue défendre Zimri ben Salou. C'est un miracle. C'est quelque chose qui, bon, n'a pas eu un impact extraordinaire à tel point qu'on puisse dire waouh, Dieu il a changé les règles du jeu. Non, il n'a pas changé les règles du jeu, mais c'est Pélé. Chose d'étonnant. Comment ça se fait? Quoi, il n'avait pas un frère, il n'avait pas un cousin, il n'y avait personne. Ils voient un de leurs notables se faire maltraiter malgré qu'il le méritait largement et qu'on peut imaginer qu'il y en avait parmi eux qui n'étaient pas d'accord, mais quand même, à un minimum, il y a personne ne bouge. Et dans les 6 miracles que la Gemara dit, Shishkanissim Nasul le Pinchas, il y a beaucoup de miracles entre guillemets qui ne sont pas vraiment des miracles dans le sens de Nes, c'est-à-dire changer les règles du jeu. Simplement des choses qui révèlent qu'il y a eu
une intervention divine qui est pélée, qui est étonnante. Oui, effectivement, ils ne se sont pas approchés. Donc, le rabbi dit, on a ici trouvé la solution à notre problème. Pourquoi celui qui voit Pinchas, il a pélé? Parce que chez Pinchas, les miracles qu'il y a eu, les 6 miracles, les 6 fameux miracles, les Shishanissim, n'étaient pas des nissim dans le sens stricto du terme, c'est-à-dire changement de la nature, mais c'était des choses qui, dans la nature, posaient question et étonnement, on s'est dit, waouh, c'est pélé. Très bien. Donc celui qui voit Pinchas, ça n'a rien à voir avec le P ici, avec le fait que dans le mot Pinchas, il y a un P, et que dans Pélé, il y a un P, c'est-à-dire que Pinchas, c'est quelque chose d'extraordinaire dans une situation qui était une situation qui, Sachakol, finalement, n'était pas miraculeuse dans le sens qu'on pourrait l'entendre précédemment, ouverture de la mer Rouge, transformation de l'eau en sang, frapper le rocher, il y a de l'eau qui sort. Non, non, juste que la Gemara, elle souligne que quand même, il y a eu des choses bizarres, il y a eu des choses qui demandent question. Comment ça se fait que personne n'a bougé le petit doigt pour Zimri Ben Salou? D'ailleurs, Pinchas, le pauvre, après, il sera insulté, il sera moqué. Il faudra l'appui d'Akadosh Baruch pour dire bravo. Tout le monde se moquait de lui, tout le monde disait de lui, mais pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un meurtrier, il a du sang sur les mains. Donc, on pourrait attendre sur le moment même un acte quand même assez fort. Il tue 2 personnes. Personne ne bouge. C'est Pélé. Donc, celui qui voit Pinchas, alors il aura un Pélé. Il aura quelque chose dans sa vie qui sera quelque chose d'extraordinaire dans le sens de merveilleux. Mais ça n'a rien à voir avec des nissim. Mais le rabbi, il ne comprend pas. Il dit, mais je reviens sur ce que j'ai dit. D'abord, la Gemara, elle parle de Shishanissim, mais à part ça, dans les 6 miracles qu'il y a eu, un des miracles qu'il y a eu dans les 6, c'est qu'il a réussi avec sa lance de les prendre les deux et réussir à les élever très, très haut. Chose complètement extraordinaire. Et là, on ne parle plus d'un Pélé, on ne parle plus de quelque chose qui obéit à une certaine règle. On dit, tiens, c'est étonnant, comme l'exemple de quelqu'un où on s'attend à ce qu'il défende Zimri Ben Salou, mais il ne le défend pas. Là, on est d'accord que c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature. Quelle force il avait pour pouvoir tuer 2 personnes et les embrocher, entre guillemets, et les élever comme ça. Donc le rabbi dit, on ne peut pas parler ici que tout ce qui s'est passé avec Pinchas, c'était des choses naturellement extraordinaires. On est obligé de dire que même chez Pinchas, il y a eu des choses qui étaient extraordinairement pas naturelles et qui n'étaient pas de l'ordre de quelque chose qu'on puisse dire, tiens, c'est intéressant, c'est Pélé. Non, non, il y avait des vrais miracles. Et donc la question revient, pourquoi on nous parle d'un Pélé par rapport à Pinchas? Et là, le rabbi, il fait une lecture complètement différente de la Gemara. Je n'ai pas prétention de connaître tout ce qui a été marqué sur cette Gemara, mais le rabbi, il a une lecture complètement différente. Et cette lecture-là, elle va nous relier avec une bête Tammuz. Le rabbi revient sur le fait qu'on nous parle de Pélé, Pélé, dans le sens de une chose merveilleuse. Et le rabbi dit que le mot Pélé ici ne fait pas référence à ce qu'on avait dit précédemment, de quelque chose qu'on peut s'étonner et dire waouh, c'est bizarre, c'est Pélé. Non, non. Le rabbi dit non. Ça fait référence à une autre sorte. Qui met cette Eretz Mitzrayim comme au jour de ta sortie d'Égypte. C'est un passage que l'on connaît très, très, très bien pour l'avoir entendu et étudié et réétudié combien il y a de Mahamarim et de Sifrot sur cela. Qui met cette Eretz Mitzrayim comme au jour de ta sortie d'Égypte, lorsque la Géoula viendra, Ar'enu Niflaot, toute l'année, Tav, Shin Nun Alev, Tinassé, le rabbi, combien de fois il a rappelé Ar'enu Niflaot, c'était l'année de la guerre du Golfe, etc., etc. Ar'enu Niflaot. Qu'est-ce que ça veut dire Ar'enu Niflaot? Qu'Akadosh Baruch Hu va nous montrer des Niflaot. C'est quoi des Niflaot? C'est que lorsque Mashiach va venir, on va revivre ce qu'on a vécu à la sortie d'Égypte, qui d'ailleurs est un processus qui n'est pas encore abouti, mais ça va être des Niflaot, des choses extraordinaires. Donc le rabbi dit, Pélé ici, ça veut dire des choses qui sont waouh, qui sortent de l'ordinaire, qui sont extraordinaires. C'est vrai que d'habitude on fait une différence entre Nes et Pélé, mais ici c'est pas de ça qu'on parle. Ici on parle que Pinchas a mérité à ce que lorsque on voit Pinchas, on aura quelque chose qui sera Pélé, de l'ordre
du merveille, de la merveille, du merveilleux. Quelque chose qui sortira de tout ce qu'on peut penser. Pourquoi? Et là, c'est intéressant l'analyse que le rabbi fait de Pinchas. Le rabbi, il explique, il dit qu'en vérité, cette histoire de Ness, de miracle ou de Pélé, c'est en vérité quelque chose qui nous interpelle pour comprendre que des fois, Akadosh Baruch Hu, il agit en dehors du cadre qui a été fixé. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il agit mida keneged mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. De la même manière que nous, on est avec lui, alors lui, il agit avec nous. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il va voir chez nous quelque chose, et ce quelque chose-là provoquera que lui va agir dans la même mesure que nous, on agit avec lui. Souvent, on va dire ça sur quand Dieu préserve, on fait des mauvaises choses, mais en vérité, il faut regarder ça dans le positif. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu décide d'agir avec nous d'une certaine manière, c'est que nous aussi, on agit à cette manière-là, à notre niveau. Et lui, à son niveau, Mida Keneged Mida, il va agir. Le rabbi expliquait, qu'est-ce que c'est un S? Un S, c'est quelque chose qui sort de la nature et de l'ordinaire. Qu'est-ce que c'est dans la Avodat Hashem? Qu'est-ce que ça signifie faire un miracle dans la Avodat Hashem pour nous? C'est pas prendre de l'eau et le transformer en vin. C'est pas boire et c'est pas ça. C'est pas faire des choses miraculeuses. Le rabbi dit non. Non, le rabbi dit pas non, mais c'est pas ça que le rabbi explique. Il dit le nef dans la Avodat Hashem du juif, c'est le Messirut Nefesh. C'est de savoir se dépasser. Ça veut dire quoi, savoir se dépasser? Ça veut dire que de la même manière que des fois on attend qu'Akadosh Baruch Hu, il pousse les murs de la nature, où il casse les règles pour pouvoir agir, chez nous aussi on doit être capable de des fois sortir des règles pour agir pour la Torah et les mitzvot. Il y a un mot chassidique qui dit Ya'ancha Hashem beyom tsara. C'est l'imkaf qu'on a dit ce matin. Hashem te répondra beyom tsara. Ça veut dire quoi? Ya'ancha Hashem beyom tsara. Nous, on croit que lorsqu'on va invoquer Akadosh Baruch Hu, il prendra ce qu'il faudra comme temps. Non. David Amelach dit Ya'ancha Hashem. Si vraiment tu implores Akadosh Baruch Hu sincèrement, alors il te répondra beyom tsara. Le jour même. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves avec un problème, le soir, tu n'as plus le problème. Quelqu'un s'est levé, il est, Dieu préserve, hospitalisé, les médecins, ils disent, ça va pas du tout, les résultats sont pas bons. L'après-midi, il y a un médecin qui vient, qui dit, excusez-moi, je comprends pas ce qui se passe, on a refait des examens, il n'y a plus de maladie. Akadosh Baruch Hu, c'est pas ni un IRM ou n'importe quoi qui va fixer les règles. Il y a des règles qui sont fixées par la nature, mais Akadosh Baruch Hu, il peut changer les règles de la nature. Le même Akadosh Baruch Hu qui a dit à l'huile de brûler, alors, comme c'est bien connu, lorsque la fille des Amoraïm, elle a allumé sa bougie de Shabbat avec du vinaigre, alors son père il lui a dit, le même Dieu qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire au vinaigre aussi de brûler. Nes, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il change les klalam mistak, il change les règles du jeu. L'eau, elle doit rester debout, elle reste debout. Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles, à tel point qu'on ne sait même pas combien il fait de miracles. C'est marqué En Baal Nes Makir Benisso. Une des raisons pour laquelle le vendredi après-midi, on dit le Teilim Kufzaïn avant Mincha, c'est qu'on remercie Akadosh Baruch Hu sur tout ce qui nous est arrivé dans la semaine, parce que là-bas, c'est le Teilim qui a inspiré toutes les lois de ceux qui doivent dire le Gomel pour remercier Akadosh Baruch Hu. On parle là-bas des différents cas où Akadosh Baruch Hu nous sauve. Alors pourquoi tous les vendredis on fait? C'est pas tous les vendredis qu'on a passé le désert et qu'on a été libéré de prison. Parce qu'en vérité, En Baal Anes Makir Benisso. On ne sait même pas combien des fois Akadosh Baruch Hu nous fait des choses extraordinaires et merveilleuses. On sort le matin, on conduit la voiture, on ne sait pas que si Chaz Shalom c'était 5 minutes avant, 5 minutes après, ça aurait pu être quelque chose d'extraordinaire dans le mauvais sens du terme. Et Akadosh Baruch Hu, il choisit que nous on conduit, on regarde qu'une seule chose, est-ce qu'on sera à l'heure ou pas? Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a préservé de ce qu'on ne sait même pas de ce qu'il nous a préservé. Mais c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il change les règles de la nature pour nous. Mais pour cela, nous, on doit être capable aussi de changer nos règles de notre nature pour lui. C'est-à-dire Messirut Nefesh. Être capable de se dépasser. Être capable de se donner pour la Torah, pour les mitzvot, pour la chassidoute, pour nos valeurs, au-dessus de ce que notre nature et ce que la nature nous demande. Ça, c'est notre nest à nous. Ça, c'est notre miracle qu'on est capable de faire.
Le miracle qu'on est capable de faire, c'est de se dépasser. Et lorsqu'on se dépasse avec le Messirut Nefesh, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il fait des missim, lui aussi, il fait des choses extraordinaires. Seulement, le rabbi expliquait qu'il y a deux sortes de Messirut Nefesh. Il y a le Messirut Nefesh de celui qui fait tout pour que ça aille selon les lois de ce qui est imposé par la nature. Il a son minyan le matin, il prie tous les matins à l'heure, il fait, après la tfila, il étudie un petit peu, il va au travail, il va à Mincha, il fait de la tzedaka, il a ses cours, tout est dans une case, bien comme il faut, tout va bien. Arrive un moment où ça va plus. Il y a quelque chose qui a fait que la machine, elle fonctionne plus. Un événement. Il y a eu pendant des générations et des générations des Juifs qui ont vécu sous des régimes totalitaires, comme par exemple il y a 100 ans pour le rabbi précédent en Russie, où c'était interdit d'étudier la Torah. En tout cas, officiellement non, mais dans les faits, oui. C'était interdit d'avoir un mikvé. Et donc les femmes, comment elles faisaient? C'était très problématique. C'était interdit d'avoir des chadarim, des yeshivot. Et les gens qui ont choisi d'aller au cheder à la yeshiva sont rentrés en clandestinité. Et hélas, une bonne partie des juifs russes, qui étaient la plus grande communauté juive de l'époque, le monde juif, il était en Europe de l'Est. C'est la plus grande communauté juive. Combien de familles se sont perdues où il est resté un ou deux qui ont été à la yeshiva, bébé Nefesh, et le reste de la famille, non. Donc ça, c'est le premier niveau. On essaye de tout faire pour que ça soit dans la norme. Et s'il y a besoin, on passe au Messirut Nefesh. S'il y a besoin. Par exemple, dans les pays où actuellement il y a beaucoup de remue-ménage autour de l'éducation juive et du contrôle des yeshivot, etc., etc., on va essayer de tout mettre en place pour que ça se passe bien. Et si ça se passe pas bien, alors on fera le Messirut Nefesh. On fera le don de soi. Ça, le rabbi dit, c'est une catégorie de nes qui a besoin d'être constamment renouvelée parce que la personne, elle vit pas dans le Messirut Nefesh. C'est pas a priori, les là, c'est pas son mode de fonctionnement. Son mode de fonctionnement, c'est d'essayer de faire les choses le plus dans la norme. S'il y a besoin, on agit. Ça veut dire quoi? Si on reprend l'histoire de Pinchas avec ce prisme-là, l'avdavka, que quelqu'un qui pense comme ça, il aurait pris une lance pour tuer Zimri et Cosby. Il aurait essayé de voir, c'est permis, c'est pas permis. Il aurait essayé de se renseigner. Vraiment, c'est quand même, j'ai le droit de les tuer, pas le droit de les tuer. Peut-être qu'il aurait été demandé et on lui aurait dit non, t'as pas le droit. C'est pas un cas qui fait partie des cas où on peut de nous-mêmes euh, infliger la peine de mort. Donc, il ne va pas chercher le Messirut Nefesh. S'il en a besoin, alors on va le faire. C'est ce qui fait peut-être la différence lorsqu'il y a des gens qui, pour, je ne sais pas, faire la tfila au minyan, ils vont organiser toute leur vie pour ne jamais manquer une tfila au minyan. Et donc, ils vont aller en vacances par rapport où est-ce qu'il y a un minyan. Ils vont choisir leurs horaires de voyage pour être sûrs qu'ils ne vont pas manquer la tfila au minyan. C'est-à-dire que toute leur vie, elle tourne autour de ça. Et pour cela, ils sont obligés de faire Messirut Nefesh dans des cas très, très importants des fois. Ça, c'est la deuxième catégorie des gens. C'est des gens qui vivent avec le prisme du Messirut Nefesh dans tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de norme acceptable d'un métro boulot dodo de Torah ou mitzvot. Il n'y a que du Messirut Nefesh. Des fois, j'en ai pas besoin, mais moi, je suis quelqu'un de Messirut Nefesh. Quand je dis moi, c'est pas moi, hein, c'est le personnage. Pinchas, c'est un homme de Messirut Nefesh. Bien sûr que quand tout va bien, tout va bien. Mais l'état d'esprit, c'est pas on fera Messirut Nefesh si nécessaire. C'est on fait Messirut Nefesh. On fait Messirut Nefesh. Pas toujours, j'en ai besoin, mais c'est là. C'est mon mode de fonctionnement. Pinchas, quand il a vu l'acte et quand il a vu la réaction de Moshe Rabbeinu, il n'a pas réfléchi 10 fois. Il n'a pas regardé ni à droite ni à gauche, essayé de trouver le regard de quelqu'un qui lui aurait dit vas-y, tu peux y aller. Non, non, non. Pour lui, c'était évident, c'était clair comme de l'eau de roche, que ce qui se passait, c'était un grand crime de la chaîne. Et d'ailleurs, il a eu raison, puisqu'il y a eu une épidémie à cause de ça. Il a pris, il lancé, il les a tués. C'est pas du tout le but de notre cours n'est pas d'un appel au meurtre, mais on raconte une histoire qui s'est passée. Lui, il n'était pas dans un mode où on réfléchit et si on arrive à la conclusion qu'il faut faire Messirut Nefesh, on fait Messirut Nefesh. Non. Il était un homme de Messirut Nefesh. Il n'était pas un homme de Nes,
c'est-à-dire d'un miracle qui doit se renouveler si nécessaire, il était un homme de Pélé. Pélé, c'est quoi? De merveille, de au-dessus, de Niflaot, du Messirut Nefesh de notre génération, qui est la génération qui, Bezrat Hashem, méritera le dévoilement de Mashiach. Ce Messirut Nefesh, c'est le Messirut Nefesh de, on ne réfléchit pas à comment mon judaïsme va s'adapter à la norme, et sinon, alors on va agir en dehors de la norme. C'est la norme qui se plie à mes valeurs. C'est la norme, c'est le monde qui se plie à ma Torah, à mes mitzvot et à mon imout. Si, Baruch Hashem, il y a tellement de gens qui nous ont montré que le Messirut Nefesh n'était pas un mode de vie a posteriori, mais un mode de vie a priori, c'est que nous aussi, à notre niveau, on doit faire du Messirut Nefesh un mode de vie a priori et pas a posteriori. Pinchas, le Messirut Nefesh, agir au-delà de l'entendement, c'était quelque chose qui n'était pas a posteriori, mais a priori. Et c'est après coup, une fois qu'il a agi, qu'il s'est rendu compte que peut-être que, mais il avait agi. À chaque fois qu'on lit des histoires chassidiques de l'époque, on pourrait en rajouter des dizaines et des centaines et de milliers d'histoires à travers l'histoire du peuple juif, de gens qui ont vécu a priori pour leur valeur de Torah en mitzvot, et que pour cela, ils ont été capables, des fois, hélas, de donner leur vie physique, mais des fois de se sacrifier dans d'autres domaines. C'est cet exemple-là que Pinchas il a initié. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on voit Pinchas en rêve, c'est marqué Pélé au singulier. C'est pas que on va voir des miracles, c'est pas on va voir qu'il va se développer plusieurs choses extraordinaires. Non, c'est voir Pinchas, c'est un siman peut nous dire, tu es dans la voie du Pélé au singulier, c'est-à-dire du mode de vie merveilleux. C'est pour ça que j'ai intitulé le shiur Attends, même, il y a des cours. C'est pour ça que j'ai appelé le shiur Pinchas le merveilleux. Pourquoi Pinchas le merveilleux? C'était pas un homme de miracle, c'était un homme de merveille. Et pas de merveille au pluriel, de merveille au singulier. Toute sa vie, c'était que Pélé. Toute sa vie, c'était que faire que le monde il soit au service de Torah Mitzvot. Ah, il y a quelque chose qui contredit cela. Il réfléchit pas. Il voit Moshe Rabbeinu blême. Il réfléchit pas. Il se dit pas, mais qui je suis? Moshe Rabbeinu, le maître. Il agit. Alors, ici, c'est de manière complètement tragique, mais il arrête une épidémie quand même. Il n'est pas question de prendre l'exemple de Pinchas dans cela, mais de prendre Pinchas dans le sens de savoir que le Messirut Nefesh, où des fois, on nous dira, mais vraiment, tu sais, on pourrait s'arranger à faire autrement. Chez nous, c'est du a posteriori, c'est pas du a priori. Le a priori, c'est qu'on s'arrange pas autrement. C'est que lorsqu'il fait chaud, et que c'est la canicule en France, et qu'on doit s'habiller comme on doit s'habiller pour Shabbat, avec son chapeau, son sertouk, etc., et qu'on rentre dans une choule où les gens ne comprennent même pas, alors qu'il fait 35 degrés et qu'on est en train de couler, et qu'on me demande, comme c'était le cas vendredi soir, mais pourquoi vous enlevez pas votre dingote? Et les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pas une question d'a posteriori. Ah ouais, peut-être que franchement, ouais, bon, il y a des cas où on peut pas mettre le serpent qui fait trop chaud. Ça, c'est une manière de réfléchir a posteriori. C'est Shabbat. La bière chassidique que l'on porte, c'est de mettre un serpent pendant Shabbat. Ah, il fait 35 degrés. Ah, il fait 40 degrés dehors. Et il n'y avait pas de réflexion. Alors ça, c'est un petit Messirut Nefesh qui est facile. Parce qu'on coule un petit peu, on fait comme ça et on rentre sous la clim si on en a ou devant un ventilateur. Mais c'est un exemple que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est a posteriori. OK, quand tout va bien, on est au 770, c'est sûr que personne va rentrer en chemise au 770 un Shabbat. Mais il fait chaud. Alors pourquoi pas? Ce n'est pas une question. Ce n'est pas un Messirut Nefesh de a posteriori, c'est un Messirut Nefesh de a priori. Ça ne change pas ma tenue de Shabbat par rapport à la météo. La tenue de Shabbat, c'est la tenue de Shabbat. J'ai pris un exemple très facile parce que je ne veux pas maintenant rentrer dans le Messirut Nefesh que chacun et chacune d'entre nous, il est capable de faire dans notre vie. Mais nous, on doit réfléchir en termes de a priori. A priori, il faut réfléchir comme Pinchas. Pélé, merveille, quelque chose d'extraordinaire. On est au-dessus de ça. S'il y a besoin, c'est même pas une question est-ce qu'on va bousculer la nature ou pas. C'est que la nature, elle n'est là
que pour obéir à ce que sont nos valeurs de Torah, de mitzvot et de la pratique. Il y a quelque chose qui contredit ça, Pinchas il agit. Quelqu'un, il est envoyé dans un endroit, il n'y a rien. On lui dit fais une choule, il fait. J'ai lu une histoire chassidique qu'il y avait des chassidim qui ont été envoyés dans la ville de Tchernovitz. C'est pas très loin de Tchernobyl. Tchernovitz, deux chassidim. Et ces deux chassidim-là, ils ont été à la choule, ils se sont mis dans le grenier de la choule, et ils ont fait une yeshiva. Et ils racontaient quand ils sont sortis de Russie, qui c'était le Rosh Yeshiva. Alors ils disaient, un jour c'était lui le Rosh Yeshiva, un jour c'était moi le Rosh Yeshiva, qui c'était l'élève, un jour c'était moi, une yeshiva de deux. Mais pour le rabbi précédent, ça s'appelait la yeshiva de Tchernovitz. Ils avaient mille raisons de se dire, mais à quoi ça sert? Même on va laisser le fait qu'ils étaient capables de donner leur vie, etc., etc. Mais à quoi ça sert? Ça, c'est une vie de merveille, de Pélé, de Pinchas, de, a priori, quelque chose de merveilleux. J'ai lu une histoire ce Shabbat. Peut-être vous l'avez lu en Eretz, c'était dans le petit fascicule de Rav Shneur Ashkenazi qui s'appelle Aparacha ou Paracha, Aparacha, je pense. Là-bas, il y a une petite rubrique d'un jeune homme qui s'appelle Rav Shmuel Raskin. Il raconte toujours des choses très intéressantes. Il raconte là-bas qu'une fois en Russie, ils ont fait un mikvé clandestin. Quand je dis un mikvé clandestin, on parle d'un mikvé pour femmes. Et qu'est-ce que ça veut dire un mikvé clandestin à l'époque? C'était dans un grenier, dans une cave, un trou avec de l'eau qui n'était pas filtrée, bien sûr, dans des conditions euh, d'hygiène catastrophiques. Et les femmes, elles venaient, mais sur Nefesh se tremper, c'était interdit, c'était caché. Donc, ils faisaient comme ça quelques mikvaot. Celui qui avait un mikvé à la maison, il risquait la peine de mort, mais même celles qui se trompaient au mikvé, déjà, c'était un tellement grand effort, mais elles ont fait ce Messirut Nefesh pour préserver la pureté familiale. Et une fois, il y a des chassidim qui ont fait un mikvé dans une maison. Et ils se sont réunis, ils étaient quelques-uns pour décider à qui on va dire qu'il y a un mikvé dans la maison. Parce qu'ils disaient qu'il y avait toujours trois catégories de personnes. Il y avait des personnes à qui c'était sûr qu'il ne fallait pas le dire. Parce que si on le disait, ils allaient répéter. C'est arrivé des gens qui étaient faibles, qui ont préféré collaborer, même si extérieurement parlant, ils faisaient partie du camp de ceux qui suivaient Torah Mitzvot, mais pour pouvoir avoir une vie plus facile, alors ils dénonçaient. C'était des agents doubles, entre guillemets. Donc eux, ils étaient vite repérés, et donc c'est sûr qu'à eux, on n'allait pas leur dire. Il y avait une deuxième catégorie, des gens qu'on savait que c'était des gens qui savaient garder un secret. Et là-bas, il explique que les chassidim disaient savoir garder un secret, c'est d'être capable de garder un secret quand même. Lorsqu'on me demande, on peut même pas imaginer que j'ai un secret. Ils ne parlaient pas. Très bien. À eux, c'était sûr qu'ils allaient dire. Maintenant, il y avait une troisième liste. Ils avaient mis quelques familles où ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas est-ce qu'on pouvait leur faire confiance, pas faire confiance, est-ce qu'ils vont tenir, pas tenir. Donc, ils étaient très hésitants. On leur dit, on leur dit pas. Ils sont en train de réfléchir, non par non, non par non. Je sais pas, il y avait quelques dizaines de familles sûrement. Donc il y en a qui ont tout de suite exclus, il y en a d'autres qui ont dit, bon, eux, on va leur dire. Et eux, c'était la grande majorité, on ne sait pas. Bon, ils essayaient d'avoir des éléments. Est-ce que tu penses que, tout d'un coup, il y avait Rav Mendel Foutarfas qui était présent là-bas. Il a tapé sur la table. On sait que Rav Mendel Foutarfas, il est resté de nombreuses années en prison soviétique alors que sa femme et ses enfants, ils étaient sortis. Et il a tapé sur la table et il dit, je comprends pas. On ne doit pas faire Mission Nefesh. On ne doit pas faire Mission Nefesh pour garder la pureté familiale. On est en train de prendre sur nous que peut-être on va pas prévenir de peur que. Il est où le Mission Nefesh? Il est où le Mission Nefesh? On ne peut pas se permettre, a posteriori, d'interdire à qui que ce soit, sauf si bien sûr c'était des gens qui travaillaient avec la NKVD, etc., et que eux, c'était vraiment des gens très problématiques. Mais bon, au Hachem, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Mais pour les autres, mais c'est une affaire. Il faut prendre des risques. On ne va pas empêcher l'accès au mikvé parce que de peur que. C'était pas une vie de mission de nefesh a posteriori, c'était une mission de nefesh. De quoi on parle? On parle de quoi? On parle d'interdire? Comment on peut interdire mission de nefesh? On doit se donner, et se donner, c'était pas prendre sur soi de dire non, cette famille n'aura pas accès au mikvé. Non, mission de nefesh, c'est que toutes les familles de la liste numéro 3, ils auront accès au mikvé. Et arrivera ce qui arrivera.
On raconte qu'il y avait un professeur qui s'appelait le professeur Velvelgreen. Il y a un livre qui a été écrit en anglais initialement, traduit en hébreu, maintenant traduit en français, où là-bas, il y a sa correspondance avec le rabbi. C'était un professeur qui était dans une ville des États-Unis, j'ai oublié laquelle. C'était un monsieur qui était à la NASA, un grand, un grand scientifique, qui s'est rapproché du rabbi. Il écrivait beaucoup au rabbi. Et je pense que le livre s'appelle Shalom Uvracha en hébreu. Et c'est la correspondance, et c'est très très intéressant parce que le professeur Velvel Green, qui n'est plus de ce monde, il, il envoyait au rabbi toutes ces questions, et le rabbi lui répondait, c'était des lettres en anglais, très intéressant. En tout cas, lui, dans sa ville, est arrivé, alors que lui était déjà installé, le Rav Moshe Feller. Il a rencontré Velvel Green, et il a commencé à se rapprocher tout doucement de Torah Mitzvot. Il était membre d'une synagogue réformée, etc., etc. Bon, petit à petit, il s'est rapproché. Un jour, il doit voyager, c'est une histoire qui est connue. Un jour, il doit voyager, aller dans un congrès, je ne sais pas où. Et le Rav Moshe Feller, alors qu'ils étudiaient régulièrement ensemble, il lui a dit, tu sais, ce serait bien que pour une fois, lorsque tu vas voyager, tu réserves un repas cachère avant de voyager. Alors Velvegrin dit, c'est quoi ce cinéma? Je mange pas cachère. On va pas faire semblant. Je commence à peine, je balbutie dans la cacheroute. Non, je t'explique. Tu es le seul juif qui voyage avec tout ce groupe. Ce sera un Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. Et il voit tous que Velvelgrin, le seul juif parmi nous, il mange pas comme nous, il mange cachère. Velvelgrin a dit, ça me coûte. Il a commandé repas cachère. Il arrive pour prendre son avion, première classe. Donc le service commence et puis il voit que personne s'approche de lui. Quand on s'approche de lui, c'est pour lui proposer le plat comme tout le monde. Alors il dit, excusez-moi, j'ai demandé un repas cachère. Le steward ou l'hôtesse de l'air regarde sur la liste et fait, ah oui, effectivement. Et comme vous étiez le seul, a priori, on a oublié de le prendre, on n'a rien à vous proposer à manger d'autres. Et là, Velvelgreen, il est interpellé. Donc, il dit, ben, si vous voulez, on va voir qu'est-ce qui reste des plateaux des autres, on va vous donner quelques fruits, mais on n'a pas de plat pour vous. Velvelgreen, sur le moment, il encaisse. Il a fait pour son voyage une escale. Lorsqu'il arrive à l'escale, il va au téléphone public, il appelle Rav Moshe Feller et lui dit, écoute-moi bien. Là maintenant, je vais m'apprêter à aller dans un fast-food pour manger. Il dit, ah bon? Il fait pourquoi? Parce que j'ai commandé repas cachère. Mais j'ai pas eu repas cachère. Alors tu vois, tu m'as demandé de faire un effort. J'ai fait l'effort, j'ai commandé repas cachère. Mais lui, à Kadesh Baruch Hu, il n'a pas fait le deal. Il me l'a pas envoyé le repas cachère. Donc je t'annonce que maintenant, je vais manger un bon repas. La blague raconte qu'il lui a dit, la seule chose que je me demande, c'est est-ce que je vais mettre de la moutarde ou de la mayonnaise, mais je vais bien manger, mais ne me parle plus de ton repas caché. Alors, Moshe Feller, il ne sait pas quoi lui dire. Et là, il lui dit, est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu sois un juif fier de tes origines et qui mange cachère uniquement quand tu es dans tes conditions normales? Manger cachère lorsqu'on habite à Yerushalayim ou lorsqu'on habite dans le 19e, c'est pas un grand effort. Ça, c'est moi qui rajoute. Rav Moshe Feller lui dit, Akadosh Baruch Hu, il attend de toi, mais sur Nefesh. C'est vrai que tu as commandé et tu n'as pas ton repas caché. Et est-ce que là, tes valeurs de juif, tu vas les mettre en avant ou tu n'es pas capable de les mettre en avant? C'est ça ton épreuve aujourd'hui. C'est pas manger cachère quand tu es à la synagogue, quand tu es en restaurant cachère. Ça, c'est pas une épreuve. L'épreuve, c'est de manger cachère quand tu es à l'autre bout de la planète et que tu n'as pas de quoi manger cachère. Il a raccroché, et Green, il s'est assis, il a commencé à réfléchir. Bien sûr qu'il n'a pas mangé, bien sûr qu'il n'a pas commandé. Et là, il a compris qu'ici, il y avait une ékouda, il y avait un point très important, qui est un point que le rabbi développe dans cette sira. Le Torah ou mitzvot, notre attachement aux valeurs de la Torah et des mitzvot, notre pratique de Torah mitzvot, et pour nous qui avons la chance de suivre les enseignements de la chassidoute, ne doivent pas venir s'il n'y a pas le choix. C'est dû a priori. C'est dû a priori. C'est difficile. Il faut être Pinchas.
Mais il faut prendre l'exemple de Pinchas. C'est du a priori, c'est du Messirut Nefesh a priori. Et ça casse toutes les règles. C'est pour ça que c'est Pélé au singulier. C'est pas un miracle, ou 3 miracles, ou 6 miracles, ou 12 miracles. C'est une vie de Pélé. Une vie de choses qu'on ne pourra plus comprendre le pourquoi du comment. Vous vous asseyez avec des gens qui vous racontent comment ils sont arrivés dans un endroit et qu'aujourd'hui ils ont une école avec 250 enfants, ils ont 2 choules, ils ont pris. Mais comment vous avez fait? Je ne sais pas. J'ai agi avec une optique, avec des lunettes de Messirut Nefesh. C'est beaucoup plus facile à dire que à faire. C'est bien de développer la sira, mais ce sont des valeurs qui demandent presque à ce que tous les jours on se rappelle de ça. Parce que si je vis a posteriori, en train de me dire, bon, je vais essayer que ça rentre, mais ça rentre pas, bon, bah alors je ferai mes siroutes nefesh, j'avance pas. Mais si les khatri-là, des gens qui sont au chômage, qui disent, ah, Kadosh Baruch Hu, je prends sur moi de faire Shabbat, ils sont en fin de droit, ils se présentent à un entretien d'embauche, et que la personne dit, mais je vous préviens, nous, on travaille 6 jours sur 7, inclus le samedi, et que là, il est en fin de droit. Et que, et que lui se dit, moi, j'ai pris sur moi Shabbat, je me trouve face à une épreuve. Je voulais prendre Shabbat, pourquoi Hachem il me donne 10 boulots, que j'ai le choix. Mais si on te nefesh, a posteriori ou a priori, c'est toi qui choisis. Si c'est Pinchas, c'est Pélé. Lui, il n'a pas réfléchi. Il a fait. Après, il s'est rendu compte, est-ce que c'était bien ou pas, il a eu une justification d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, la meilleure preuve, Akadosh Baruch Hu, il lui offre un cadeau qui ne pouvait pas s'offrir naturellement. Il lui offre la Keuna. Il n'était pas destiné à être Cohen parce qu'il n'était pas de la branche qui avait été sanctifiée. Et Akadosh Baruch Hu le sanctifie en lui disant, à partir de maintenant, toi aussi, tu as cette branche-là. Alors que normalement, c'est quelque chose qui aurait dû venir par une sanctification qui avait été faite précédemment et par les enfants qui vont naître de cette branche-là. Tu as agi au-delà des règles, j'agis au-delà des règles. Tu vois Pinchas dans un rêve, la Gemara nous dit, paix. Attends-toi à ce que maintenant tu sois dans un autre mode. Un mode où tout devient quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui devient merveilleux. C'est pour ça que c'est Pinchas le merveilleux. C'est pour ça que celui qui voit Pinchas, il voit Pélé. Le rabbi, il finit par expliquer que ça, c'est lié avec le rabbi précédent. Le rabbi précédent, c'est un homme de Messirut Nefesh, de don de soi, quelles que soient les circonstances. Il a adapté son Messirut Nefesh aux circonstances. Le rabbi dit, il y a eu 3 périodes dans la vie physique du rabbi précédent. La période de la Russie, où il était le fer de lance du combat contre le communisme, où il fallait préserver l'identité juive dans le sens le plus simple du terme. Faire qu'il y ait des enfants qui puissent étudier la Torah, des familles qui puissent aller au mikvé, avoir un minimum de shochatim qui puisse fournir un petit peu de viande cachère. Et ça a duré 70 ans. Le rabbi précédent, il était prêt à donner sa vie pour ça. Je vous invite à lire le journal du rabbi précédent où il raconte comment il était déterminé à ne pas se laisser influencer et ne pas se laisser tomber alors qu'il a beaucoup souffert. Il sort, plus jamais il aura la même santé. C'était le Messirut Nefesh de la Russie. Le rabbi précédent, il est expulsé de Russie, il se retrouve en Lettonie et en Pologne. Et là, le rabbi précédent, il rencontre un judaïsme qui est autre. C'est le judaïsme polonais, c'est le judaïsme d'un autre mode de vie chassidique. À Varsovie, c'est la ville où on trouvait les chassidim de Gour et les autres chassidim. La chassidut Rabat n'a rien à voir. C'est une chassidout intellectuelle, Chochma Binadat, alors que les autres chassidout, c'est une chassidout de Chagat, Chesed Gvura Tiferet, où il y a beaucoup plus d'enflammement des midot et du cœur que de l'intellect, où nous, le principe, il est Chabad. Et là, le rabbi précédent profite pour faire de ces années-là des années de diffusion de la chassidout Rabat dans le fief qui était Varsovie à l'époque, de la chassidout qui n'était pas la chassidout Rabat. Combien de juifs qui n'étaient pas destinés à être des chassidim Chabad par rapport pas seulement à quel sidour ils prenaient, c'est pas ça qui jouait. Ce qui jouait, c'est la manière de servir à Kadosh Baruch. Où le Tanya, c'était quelque chose qui n'était pas évident à rentrer dans la tête de gens qui, pour eux, c'était trop intellectuel par rapport au fait que, pour eux, la chassidoute, c'était avant tout la simcha, la avodat Hashem, avec tout ce que ça demande.
comme enflammant. Alors que la chassidoute Chabad, c'est une chassidoute beaucoup plus froide, entre guillemets. Vous voyez la différence entre un chassid Chabad qui prie Barichout, qui prie en prenant le temps de prier, il reste, il est froid, il n'y a pas trop de mouvement. C'est pas une amida hein, où ça bouge dans tous les sens. Alors qu'au contraire, il y en a qui c'est des mouvements de main, etc. C'est la différence entre Chabad et Chagat. C'est pas maintenant le moment. Mais le rabbi dit, quand il était en Pologne, il n'y avait plus le Messirut Nefesh contre le comice, puisque c'était avant l'arrivée des comices, puisqu'on est à la veille de la guerre. C'était un autre Messirut Nefesh, celui de diffuser et de faire qu'il y ait des yeshivot, même dans des milieux où il n'y avait pas de Chassidé Chabad. Il n'y avait pas de Chassidé Chabad. Les Chassidé Chabad, ils étaient restés en Russie. Quelques-uns étaient sortis, ils avaient réussi à se sauver, ils étaient aux États-Unis. En Pologne, il n'a pas de cale. C'est pas qu'il vient et que tout d'un coup, il se retrouve avec 150 chassidim, rien du tout, avec une poignée de chassidim qui est avec lui. On voit les descriptions du mariage du rabbi. Mais il commence à enseigner, il commence à dire des mamarim, il commence à mettre en place des choses, former des gens pour qu'ils enseignent. C'est une autre forme de Messirut Nefesh. Il aurait pu se dire, je sors des prisons soviétiques, je suis fatigué, il y avait des gros nuages qui arrivaient sur l'Europe, qui étaient le nazisme, etc. On était après la montée d'Hitler au pouvoir, etc., etc. Il y avait d'autres problèmes. Le moment, le Pélé, la merveille qu'il fallait faire, c'était de faire en sorte que Chassidout Chabad soit propagé au sein du fief de la Chassidout, qui était Chagat, la Chassidout des Chassidim de Pologne, etc., etc. Puis il quitte avec toutes les difficultés et se retrouve aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un autre Messirut Nefesh. Lorsqu'il arrive aux États-Unis, les gens ils lui disent dans l'oreille, Rebbe, ici c'est pas le monde d'avant ici. Si c'est l'Amérique, time is money, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Là, c'est un autre monde. Alors, le président dit, mais l'Amérique, c'est pas différent. Messirut Nefesh, il s'adapte. Un Messirut Nefesh qui n'était pas le même Messirut Nefesh que la Russie, pas le même Messirut Nefesh que la Pologne. Le Messirut Nefesh à l'américaine, c'est-à-dire d'expliquer aux gens qu'on doit être capable de mettre de côté tout l'attrait du monde matériel que offrent les États-Unis, cette terre de liberté, qui offrait la possibilité de gagner énormément d'argent, de s'installer, de profiter de ce monde à 200%. Pour cela, il faut faire Messirut Nefesh pour garder la barbe, pour garder le Shabbat, pour faire des institutions. Il arrive aux États-Unis, quand on lui dit qu'il n'y a pas d'yeshiva, il a dit, je ne peux pas dormir s'il n'y a pas d'yeshiva. Trouvez-moi 10 talmidim. Il faut qu'on ouvre une yeshiva. Donc, chez lui, pendant toutes ces années-là, il y a un fil conducteur qui s'appelle le Messirut Nefesh. Quand c'était à la mode soviétique, quand c'était à la mode judaïsme de Pologne, et quand c'était à la mode américain. Quel est le point commun? C'est comme Pinchas. C'est un homme de Messirut Nefesh, c'est un homme de Pélé. Et c'est ça l'exemple qu'on doit retenir de Yud Bet Yud Gimel Tammuz. Même si beaucoup de gens s'inquiètent sur ce qui va se passer avec le peuple juif, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël, mais ça, on va pas rappeler chaque semaine combien on doit être des vecteurs de positivité. Et même quand on a l'impression que même nous, on se dit, mais c'est pas possible, il faut trouver absolument les mots qui sont des mots d'encouragement. Mais ce qui est très, très important de retenir pour aujourd'hui, ce Chagagéoula, c'est quelle est notre relation avec le Messirut Nefesh? Combien on fait Messirut Nefesh? Combien on fait Messirut Nefesh? Est-ce qu'on vit a priori ou a posteriori? Ce n'est pas une sikha ce moment, c'est un programme. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, et ça nous interpelle, et moi le premier, dans le sens que si je l'enseigne, c'est que la Shricha Pratita a voulu que j'enseigne cela, et c'est aussi à se remettre en cause sur quelle est notre relation au Messirut Nefesh. Combien dans notre confort et dans notre train-train de Torah Mitzvot, où Baruch Hashem, on fait chacun et chacune d'entre nous énormément de bonnes choses. Est-ce que on attend le Messirut Nefesh en solution qui viendrait au cas où les Khatrila, on vit avec un esprit de Messirut Nefesh, même si on n'en a pas besoin au quotidien. Celui qui voit Pinchas, Pélé. Pélé. Il voit un mode de vie de merveille au singulier. Pinchas, c'est la merveille, c'est le merveilleux. Et ça, c'est nos rébéim. Et ça, c'est ce que nous, on doit savoir accepter. Quel est notre Messirut Nefesh? Combien on est prêt à se donner, pas a posteriori, mais a priori? Quelles sont les lunettes qu'on emploie?
Est-ce que ce sont des lunettes a posteriori, s'il y a besoin, je ferai mes sirot nefesh, ou c'est des lunettes de a priori. Quand c'est a priori comme Pinchas, ça devient que on réfléchit même plus. On fait Torah au mitzvot. Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui existe autre que l'objectif de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et de faire sa volonté dans ce monde pour qu'il ait d'Irab et Tartonim, qu'il ait une petite demeure ou une grande demeure ou une immense demeure dans ce monde. C'est ça. Aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe en Eretz Israël et les scènes qu'on a vues jeudi et vendredi, et pour nous, en tout cas pour moi qui suis en Chutz Laaretz, ce sont des scènes très très difficiles, même pour moi en Eretz Israël. Les Juifs entre eux, on se rappelle qu'on est dans des situations où ça nous fait rappeler un petit peu avant le 7 octobre. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'un côté, il y a le problème qu'on n'arrête pas des gens parce qu'ils veulent étudier la Torah. D'un autre côté, il y a le problème qu'il y a des gens qui sont épuisés de cette situation et tout le monde est sur l'écran. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre ligne à nous? Il faut faire un Messirut Nefesh pour Avat Israël. Je ne sais pas comment parce que j'y suis pas, mais il y a plusieurs shouchim qui réfléchissent à prendre des initiatives. On n'a pas le choix. On ne peut pas laisser ça devant nos yeux sans se dire qu'il faut arranger. C'est que des mots. Ça ne me concerne pas personnellement dans le quotidien. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Notre mission de Nefesh pendant les vacances. Notre mission de Nefesh quand, voilà, maintenant, on n'aura plus notre quotidien. On va voyager un petit peu. À quelle mesure on va faire mission de Nefesh? À quelle mesure on fait mission de Nefesh? Alors que le rabbi précédent, quand il a été libéré, il a dit c'est pas seulement moi qui a été libéré. C'est tout celui qui est shayach au peuple juif qui a été libéré. C'est pas un Chag HaGeoula. Pour lui, c'est un Chag HaGeoula pour chacun et chacune d'entre nous. Je finirai avec une autre sikha de Yud Bet Tammuz et après je vous laisse. C'est une sikha de Yud Bet Tammuz, il me semble, de Tafshin Yud Aleph. C'est-à-dire le premier Yud Bet Tammuz après la prise de fonction officielle du rabbi. Donc on est grosso modo 1 an et 6, 7 mois après Yud Shvat. Physiquement parlant, le rabbi quitte ce monde, le rabbi prend la Nessiout en place et donc le rabbi fait un Fabringen pour Yud Bet Tammuz où il raconte une histoire du rabbi Rachab, du père du rabbi président, Rabbi Shalom Dovber. Le rabbi raconte que Rabbi Shalom Dovber, donc lui, il n'a pas eu affaire aux communistes. Il a vécu le début du communisme. Il a eu affaire au tsar. Et le tsar avait décidé à une époque que dans toutes les yeshivot, on devait apprendre du chol. On devait apprendre toutes les matières séculières. Et le rabbi Rachab ne voulait pas. Tom Retenu devait rester Tom Retenu. Donc il y a eu des grandes réunions, dont une fameuse à Pétersbourg, où il s'est retrouvé avec un autre grand rave, une grande sommité du peuple juif qui s'appelle Raphaël de Brisk. Et les deux, ils ont défendu, chacun à leur manière, les yeshivot. Le Raphaël de Brisk a exprimé, expliqué, mais le Rabbi Rachab a exprimé, expliqué, mais beaucoup plus fortement. À tel point hein, qu'il a été invité à rejoindre l'endroit où il était et on l'a assigné à résidence. Donc il n'a pas vraiment été emprisonné comme son fils va l'être ou comme le Admour Azaken a été, mais il est assigné à résidence. Parce qu'il disait trop fort et trop fortement son opposition au projet du tsar et du ministre de l'Éducation de l'époque. C'est encore une autre histoire parce que c'était lié avec les maskilim, avec les réformés qui voulaient vraiment qu'un bachour, ça soit plus un bachour. Raphaël de Brisk, il rend visite au Rabbi Rachab. Le Rabbi raconte tout ça dans le Fabringen. Et il trouve le Rabbi Rachab en train de pleurer. Raphaël de Brisk, Raphaël de Brisk, c'était le père du Briskerou, de la famille Soloveitchik. Ce sont des Lituaniens. Raphaël de Brisk, il dit, Rebbe, s'adresser au Rabbi Rachab, on a fait tout ce qu'on pouvait. Pourquoi vous mettez dans cet état-là? On a fait tout ce qu'on pouvait. Et c'est, faut pas prendre ça comme style le Raphaël de Brisk. Le Raphaël de Brisk,
il a mouillé la chemise, comme on dit. C'est pas Stam, il a dit, ah, c'est pas bien. Vraiment. Mais bon, le Rabbi Rachab, c'était un cran au-dessus. Et il lui a dit, pourquoi vous prenez un cœur comme ça? Maintenant, vous êtes assigné à résidence. Et puis, sûrement que le Rabbi Rachab, il n'était pas toujours en très bonne santé. Vous savez, il venait en France dans des cures, etc. Il a dit, bon, ça y est, on a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, c'est plus dans nos mains. Le Rabbi raconte que le Rabbi Rachab, il a dit à Raphaël Desbrisques la chose suivante. Il a dit, ça dépend qu'est-ce qu'on veut être dans la vie. Est-ce qu'on veut être un employé ou on veut être un patron? Un employé, quand il y a un problème dans le magasin, il va faire tout ce que c'est possible de faire. Mais s'il n'y arrivera pas, il dit, bah, j'ai pas réussi. C'est pas de la malhonnêteté. Il va faire, on ne parle pas maintenant d'un malhonnête, on parle de quelqu'un honnête. Il va tout faire. Un balabaït, même quand il aura tout fait, il ne sera pas tranquille et il essaiera de faire encore plus que tout ce qu'il a fait. Ah, il n'y a pas de solution. Lui, il ne peut pas rester tranquille. L'employé le plus honnête, hein, on ne parle pas ici de voyou. On parle vraiment, il va tout faire. Au bout d'un moment, il va, j'arrive pas. La différence, c'est que le patron, il va avoir une souffrance supérieure, il va se sentir touché qu'il ne pourra pas être tranquille. Alors, il n'a pas voulu, Chazvé Shalom, remettre en place un frame de brisque, mais il a voulu lui expliquer son état d'esprit. J'aimerais bien, entre guillemets, mais je ne peux pas. Je ne peux pas accepter la situation. Ah, on a fait tout ce qu'on pouvait, et alors? Ça reste que la situation, elle est compliquée. Le Rabbi développe ce lien de Messirut Nefesh, et combien il a eu peur, le Rabbi Rachab, qu'à cause de ce qu'il a fait, peut-être qu'il n'aurait pas la possibilité de continuer à faire, etc., etc., etc. Nous, on doit être, en tout cas, on doit tendre à être des gens qui réfléchissons, les khatrila, a priori, que quoi qu'il arrive, ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, il faudra que ça se fasse. Comment? C'est pas ça la question. Et des fois, c'est même pas ça la question. C'est un état d'esprit. C'est vrai que des fois, on est face à une difficulté et puis on n'arrivera pas à faire mes sur Nafesh. Mais il faut apprendre à penser comme ça. Jusqu'à là, c'est la sirah et c'est du moins, c'est comment j'ai essayé de vous expliquer. Et ce que je vais dire maintenant, c'est en plus. Le Rabbi a exprimé notre génération en disant qu'on est la génération de la Géoula, comme Hachir il est là, que la Géoula il est là, il faut juste ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est accepter une situation qui nous permette, a priori, de vivre selon cette situation et pas a posteriori. Si j'ai les yeux fermés, je peux pas savoir s'il fait jour ou il fait nuit. Quand j'ai les yeux ouverts et qu'il fait jour, a priori, il fait jour. Je n'ai pas besoin de me le prouver. La situation, elle est complètement différente parce que je vois qu'il fait jour. Ouvrir les yeux pour voir comme Mashiach est là et que la Géoula est là, c'est quelque chose qui nous demande de vivre a priori avec cet esprit-là. C'est-à-dire d'être capable de voir pas l'obscurité de la galoute, mais la lumière de la Géoula, même si on est dans ah, il y a des questions. Ah, qu'est-ce qui se passe avec le revirement des États-Unis? Qu'est-ce qu'il en est de l'avenir du juif de France? Combien il y a de conférences et de gens qui parlent? Mais les bonnes lunettes. Alors encore une fois, c'est facile de dire ça comme des mots, mais c'est des réflexions qu'il faut prendre le temps d'ingurgiter, de prendre dans soi et de réfléchir. Comment tu vois? Est-ce que tu vois a priori qu'on est dans une situation où c'est évident que c'est la Géoula, et même s'il y a 10 millions de choses qui pourraient te poser le contraire, c'est pas ça qui te pose un problème, ou pas. C'est peut-être ça, une des explications de ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est le fait que la médecine réelle, celle que Akadosh Baruch Hu il a fixée, ça devienne votre réalité à vous. Si vous êtes capable de faire ça, c'est Pinchas. Si c'est Pinchas, c'est merveille. Et merveille, c'est Arenu Niflaot. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ce Chag HaGeoula, ce soit un Chag HaGeoula définitif, et qu'on ait chacun et chacune d'entre nous une Géoula aussi pratique, qu'on soit capable de se libérer de ce qu'est notre propre galoute. Et galoute, c'est pas seulement nos difficultés. Galoute, c'est aussi les difficultés qu'on a avec nous-mêmes dans nos travaux d'attachement. Akadosh Baruch Hu nous donne la force d'être à l'exemple de Pinchas le merveilleux. Ce Pinchas qui a dépassé toutes les limites et que quand on le voit, on rêve
alors ça veut dire que ça annonce des pélés, ça annonce des choses extraordinaires. Bon, la Hashgacha Pratit, elle a voulu que le fondateur de ce shiur, il porte le même nom que la paracha, Pinchas, Pinchas Gedalia. Gedalia, c'est encore un autre nom, mais Pinchas, c'est Pinchas. Alors Dieu fasse que la prochaine fois que on se réunira dans le cadre de ce shiur, et même avant la prochaine fois, tous ceux qui nous ont quittés trop tôt, ils soient là, et que nous apprenions de Pinchas à vivre comme un juif, qui a l'exemple de Pinchas, et ça accomplira tout ce que nos chachamim ils ont promis. Le rabbi, dans la sikha, il dit des mots, et je vais vraiment vous laisser avec ça. Désolé, je suis toujours quelqu'un qui empiète sur le temps, mais j'aimerais juste vous lire les mots qui ont été euh, corrigés dans l'écouté Sichot. Le rabbi écrit la chose suivante. Mesirat nafsho shel Pinchas, le Mesirut nefesh de Pinchas, a été les mala mecheshbon otumidida. C'était au-dessus de tout calcul. Mishum sheaya ish Mesirut nefesh be'etzem. Parce qu'il était un juif de Mesirut nefesh dans sa définition profonde. Vekevan sheaya inyan shel kiddush Hashem, et puisqu'il y avait un inyan de kiddush Hashem, alors il était l'homme de la situation. On doit être les gens sur lesquels on peut, à l'exemple de Pinchas, bien sûr, faire super attention parce qu'on est après diffusé sur des plateformes. Il n'est pas question ici de valider un acte de violence, mais de valider un esprit, que rien ne doit être une barrière entre ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous et ce que nous avons à faire. Ni notre temps, ni notre confort. Il faut faire Messirut Nefesh. Il faut faire Messirut Nefesh. Un Messirut Nefesh qui n'est pas la prison, un Messirut Nefesh qui ne demande pas de Chas v'Shalom, faire des actes de violence, mais un Messirut Nefesh qui se demande à se donner plus pour toutes les valeurs qui sont les valeurs que l'on veut et d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux, voir qu'on est dans une situation qui est une situation de Géoula et en faire, a priori, ce qui est le moteur de notre vie. Je vous remercie. Amen. Chag Sameach, Amen. que des bonnes nouvelles. Vraiment, comme d'habitude, vous nous donnez des forces. Vraiment, Ezrat Hashem. Yom Merci Tov, merci beaucoup. Des bonnes nouvelles. Chazak, Amen, Yom amen, Tov amen. encore. Chazak, chazak. Yechi Adonenu morenu verabenu melech hamashiach l'olam va'ed. יחי Waouh, אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם. Bravo, c'est bravo. fort. Il y a de Vraiment, Baruch Hashem. C'est vraiment une perfusion de force. Vraiment, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour la Eh petite ben, histoire, pour continuer dans ce qu'il a dit, le Rav, par rapport à Rav Pinchas Paster, Zichron Livracha, c'est que même pendant le Covid, alors que on était tous bloqués, eh ben, il réfléchissait pas, il allait amener dans les hôpitaux, continuer à faire ça. Ils avaient trouvé un petit minyan, ils avaient trouvé une petite choule à côté et continuer à faire la tila en minyan. C'est-à-dire que au-delà des interdictions et des répressions, ben lui, il a dépassé toutes ses limites. C'est vraiment Pinchas. Voilà. vraiment, oui, Mamash. c'est vrai, mamash. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pouvait Rien faire du une tout. faille dans sa manière de penser Ah et là, de mais rien vivre. du tout. Et même Tefilin, il disait, mais quoi, on va plus faire le mitzvot parce qu'il y a le Covid? C'est pas possible. Dieu, il n'a pas envoyé ça pour qu'on arrête les mitzvot. Et Baruch Hashem, il a continué non-stop, hein, je vous assure. C'était Oui, impressionnant. bien sûr, le cours est enregistré. Il est sur YouTube dans la Midrasha. Et même nous, il nous donnait des laissés-passer, puisqu'il y avait les étudiants, ceux qui étaient professeurs, ils pouvaient avoir des autorisations. Et il nous avait fait de tous ses élèves, il avait fait des professeurs. Et il nous livrait des attestations pour pouvoir aller au cours. Voilà. Waouh. Waouh, Oh, waouh, waouh. mon Dieu. Ouais. On Baruch ne Hashem. verra pas. Ils vont tous revenir très, très vite. Amen, amen, tout de suite, amen. Moi, j'ai connu Rav Pachter quand on a voyagé avec un groupe de Hadar Torah chez le Rabbi. Et le Rabbi lui a dit en Yechidut qu'il va aller au devant de Mashiach avec ses jeunes pousses, avec tous ces jeunes balais de Chouva qui commençaient à peine à pousser la barbe et qu'on venait de découvrir. Le Rabbi nous avait emmenés là-bas. Et le Rabbi, voilà ce qu'il lui a dit en Yechidut. Alors, Bezrat Hashem, il va revenir tous nous accompagner devant le Rabbi pour Amen. Amen, amen. le travail qu'il a fait avec chacun. Bravo, Bon, bravo. on l'attend, Baruch Hashem.
Baruch Voilà, Hashem, Chazak Baruch Hashem. Baruch. Quel mérite, quel mérite Voilà. d'avoir pu le connaître et d'avoir pu, voilà, qu'on continue ses enseignements à Voilà, travers ses exactement. œuvres et à travers tous ceux qui donnent les cours magnifiques. Bravo, bravo, Voilà. bravo. Amen, amen. Cher des bonnes nouvelles. Koharakut, Gutiom Tov, qu'on arrive à Good vivre job, tous Tov. ces enseignements dans notre vie concrètement, Bezrat Hashem. Qu'on Voilà, n'ait c'est même le pas le temps de se poser des questions et qu'ils soient tous là et qu'on soit dans le Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Amen, amen. Que la Kabbalah. Erev Tov, Yaya Tov. Tov, Gutiom Tov. Amen, amen, Laila Tov. Melech Merci. HaMashiach, Olam Va'ed. À demain. À Amen. demain, Bezrat Hashem.